Bonjour Manon Aubry. Bonjour. On va évoquer dans quelques minutes l'espoir peut-être que les otages détenus par le Hamas à Gaza soient libérés, l'espoir aussi que les combats cessent. On va entendre votre regard. Avant cela, l'actualité en France, c'est le gouvernement qui tarde toujours à être formé. On rappelle que Sébastien Lecornu doit faire sa déclaration de politique générale mardi. Est-ce que d'ores et déjà vous attendez quelque chose de cette nouvelle équipe ? Qu'est-ce qu'il y a à attendre sérieusement? On sait tous qu'il va y avoir un petit jeu de chaises musicales en regardant les principaux protagonistes que sont Gérald Darmanin, Bruno Retailleau et je ne sais qui d'autre. Et le cap est donné par Sébastien Lecornu lui-même. Il a dit pour entrer au gouvernement, ça suppose d'être en accord avec la perspective politique du socle commun. Dit autrement, la poursuite de la politique macroniste, dont on voit les contours se dresser notamment autour du budget. Et j'ai envie de dire, ça commence à faire beaucoup de fois qu'on nous fait le coup, en mode, cette fois-ci, on a compris la leçon, ça va changer, on nous a fait le coup avec Barnier, on nous a fait le coup avec Bayrou. Bon, ça va, plus personne n'est dupe. Vous n'y croyez pas? Mais le changement de méthode, on peut prendre un exemple. L'annonce de la fin du 49.3. On peut se dire, sur le papier, chouette, un article sur lequel avec lequel il passe en force régulièrement. Sauf que la Constitution de la Ve République offre de multiples opportunités au gouvernement pour passer en force. Sans aller dans les détails, à l'Assemblée nationale, vous avez ce qu'on appelle des votes bloqués, des secondes délibérations, mais surtout sur la question du budget. Si on s'arrête là, pour moi, il y a deux hypothèses sur la non-utilisation du 49.3. Soit les macronistes ont passé un deal avec le Rassemblement national en échange de 2 vice-présidences à l'Assemblée nationale pour le Rassemblement national et en échange potentiellement d'un soutien au projet de loi Ciotti qui prévoit la fin de la mise en œuvre de peines d'exécution provisoire pour Marine Le Pen. Non, c'est une hypothèse. C'est une hypothèse. Quand même. Vous avez entendu comme moi que la présidente de l'Assemblée nationale, Yael Braun-Pivet, s'est dit pas fermée à l'idée de ce projet de loi Ciotti qui permettrait à Marine Le Pen concrètement de se représenter à l'élection présidentielle. Et puis la deuxième hypothèse, et là c'est en regardant la Constitution de près qu'on le voit, s'il n'y a pas d'accord sur le budget au bout de 70 jours de discussion budgétaire, le gouvernement peut procéder par ordonnance. C'est une forme de méga 49.3, c'est dans l'article 47 de la Constitution. Et où est le problème après tout? Si les députés n'arrivent pas à se mettre d'accord? Ça vous pose pas un problème que le budget dans notre pays ne soit pas voté à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire nos représentants directs depuis maintenant 3 ans, je crois. En l'espèce, la possibilité serait donnée aux parlementaires de le voter, c'est s'ils n'y arrivent pas que le gouvernement reprend la main. Il y a énormément de moyens de faire traîner les débats parlementaires, vous le savez comme moi, le gouvernement en est spécialiste, et décider d'un budget par ordonnance, ça veut dire que concrètement, vous n'avez pas plus de 2 personnes, probablement Sébastien Lecornu avec Emmanuel Macron lui-même, qui vont décider de continuer de faire la poche aux Françaises et aux Français, parce que ce dont on parle concrètement, qui reste dans le budget, je termine juste là-dessus parce que c'est pas théorique. On nous a dit il y a plus des 2 jours fériés, mais tout le reste y est. Il faut qu'on puisse vous poser des questions aussi, Manon Aubry. Sur le budget, vous allez vous-même continuer de déposer beaucoup d'amendements, parce que justement, si vous déposez beaucoup d'amendements, si vous faites obstruction parlementaire, il y a un risque que ce budget soit adopté de manière autoritaire, sans débat, sans compromis à l'Assemblée nationale. On va continuer à défendre nos opinions et le programme. Défendre ses opinions et faire de l'obstruction, c'est pas exactement la même chose. Je ne crois pas qu'on ait fait d'obstruction sur les derniers projets de loi parlementaires. La preuve est, l'an dernier, lors de l'exercice budgétaire, on a fait adopter un certain nombre de mesures progressistes. Je pense à la taxe Zuckman. Et d'ailleurs, nous avions voté en première lecture le budget. Et c'est uniquement parce que le gouvernement n'était pas satisfait de ce budget qu'il est ensuite passé en force par 49.3. Donc, je vous donne pas de scoop. Oui, à l'Assemblée nationale, avec des amendements, nous allons demander la suppression de l'année blanche, nous allons demander la suppression du doublement des franchises médicales qui fait que les médicaments vont coûter plus cher quand vous allez les acheter, nous allons demander la suppression de l'ALD pour les personnes qui sont en arrêt maladie de longue durée et qui affection longue durée. Il n'y a pas de suppression de cette non, mais il y a une moins bonne ALD. C'est une moins bonne prise en charge d'un certain nombre de soins qui sont pas liés à la ALD. Tout à fait. Il y a une moins bonne prise en charge. Donc, par amendement, nous allons supprimer tous ces mauvais projets du gouvernement et nous allons proposer d'aller chercher l'argent là où il est véritablement, Manon Aubry, dans la poche des plus riches. On ne connaît pas tout de ce projet, de ce budget, mais on connaît certaines pistes. Quand Sébastien Lecornu évoque une baisse de l'impôt sur le revenu pour les personnes autour du SMIC, une mesure d'imposition sur les holdings, une possible hausse de la flat tax sur les placements, c'est très loin d'être ce que vous défendez, mais quand même, c'est pas un tout petit premier geste? Prenons-les dans l'ordre. Vous parlez suppression, baisse de l'impôt sur le revenu pour les couples qui sont au SMIC. Au-dessus du SMIC, juste au-dessus.
Dans un premier temps, ils ont appelé et ils ont corrigé depuis. Au niveau du SMIC, c'est bien la preuve qu'ils ne savent même pas comment fonctionne l'impôt sur le revenu, puisque un couple au SMIC ne paye pas d'impôt sur le revenu en France. Vous avez d'ailleurs 50% de la population française qui ne paye pas d'impôt sur le revenu. Mais parlons de ce qui est prévu, de ce qui est au programme. Progressif. Donc vous voyez que ce sera très marginal. Pour le reste, la taxe sur les holdings, on n'a à ce jour absolument pas les contours. Je pense que c'est 1,5 milliard d'euros. C'est ce que dit le Parti socialiste. On est très loin du rendement attendu de la taxe Zuckman, qui est autour de 20 milliards d'euros. Chiffre qui fait débat, on le rappelle. Oui, enfin, certains évoquent 5, certains économistes oui, évoquent 5. Et certains anticipent probablement des stratégies d'évasion fiscale, sauf que ce dispositif vient avec un dispositif de lutte contre l'évasion fiscale qui s'appelle l'exit tax. Mais pour revenir à cette taxe sur les holdings, le principal problème, c'est qu'elle exonère les biens professionnels, ce qui videra l'assiette fiscale, donc le gâteau à taxer, de 90%. Pour ne pas casser l'outil de production, pour ne pas nuire à un seul exemple d'une entreprise qui s'appelle la Sonata Yachting Limited, qui possède le yacht de Bernard Arnault qui s'appelle Symphonie. Cette holding est située à Malte et ne paye donc pas d'impôt. Et la valeur de ce yacht est de 130 millions d'euros, donc rentrerait dans le cas de la taxe Zuckman. Est-ce que vous pensez sérieusement que ce yacht est un outil et un bien professionnel de la part de Bernard Arnault? Vous voyez, tout ça est qu'une manière de dévoyer l'impôt sur le revenu et l'impôt sur la fortune, et on ne peut pas faire de justice fiscale en exonérant une partie. Ce type de sujet sur cette taxe sur les holdings, peut-être justement que les Insoumis pourraient, dans le débat, dire, regardez, en prenant l'exemple qui est le vôtre, dire... Faisons un amendement pour que ça concerne aussi des biens qui sont visiblement aussi utilisés à titre privé, qui font partie de ces holdings. Je vous confirme que s'il y a une taxe sur les holdings qui sera proposée à l'Assemblée nationale, nous l'amenderons pour supprimer les trous dans la raquette et pour... Mais vous ne pouvez pas dire qu'une entreprise, la valeur d'une entreprise qui est possédée par quelqu'un doit être taxée simplement sur le fait de la valeur de cette entreprise. Écoutez, la valeur d'une entreprise, c'est ce qui vous permet derrière de dégager des rémunérations. Et vous le savez comme moi, le cœur du problème, c'est que les très riches... Non, c'est la production de l'entreprise qui permet de dégager des rémunérations. Mais aussi la valeur d'une entreprise. Vous savez comme moi que les très riches, aujourd'hui, ne payent pas leur juste part d'impôt. Quand vous avez un taux moyen d'imposition pour les 0,1% les plus riches qui est de 25% et qu'il est de 50% pour le reste de la population française, c'est que les plus riches se servent de ces dispositifs autour de la valeur de leurs entreprises, qu'ils versent des dividendes à ces holdings qui leur permet d'échapper à l'impôt. C'est précisément ce qu'on est en train d'essayer de rétablir, c'est-à-dire de la justice fiscale. Et j'observe quand même qu'il y a beaucoup de larmes de crocodile qui sont versées sur ces pauvres 1800 foyers fiscaux que l'on voudrait mettre à contribution, mais quand il s'agit de faire une réforme de l'assurance chômage, une réforme des retraites, tout d'un coup, on n'entend pas les premiers qui sont concernés à longueur d'antenne. Alors oui, pardon pour ces 1800 foyers fiscaux qui seront quand il y a des réformes des retraites, on entend à longueur d'antenne. Vous voyez comme moi qu'il y a un peu une démesure. Le rendement de leur patrimoine à ces gens dont on parle, c'est entre 6 à 8% par an. Si on leur prend 2%, ils continueront à s'enrichir largement. Et quand bien même ils s'enrichisseraient pas, au bout d'un siècle, avec un 2% de taxation, on reviendrait à leur patrimoine de 2010. Donc ça va, je pense qu'ils vont se porter plutôt bien. Avant de rentrer dans le détail du budget, et pour ce faire, il faut que Sébastien Lecornu survive à la journée de mardi prochain, à sa déclaration de politique générale. La survie de son gouvernement passera en partie par la non-censure des socialistes. Vous qui les connaissez plutôt bien, vos amis socialistes, vous pensez qu'ils vont réussir à trouver un compromis ? Vous savez, je pense que nos amis socialistes ont été assez naïfs de croire qu'il y avait quelque chose à tirer de ce gouvernement. J'espère qu'ils ont appris la leçon du gouvernement précédent. Alors vous dites naïf, Jean-Luc Mélenchon parle des nigauds de la gauche avec un accent circonflexe modéré. Oui. C'est salé. Moi, je vous parle de naïveté confondante. Je crois que le fond du sujet, c'est le même. C'est le fait que le Parti socialiste a donné sa chance au gouvernement Bayrou, s'est fait complètement enfumer avec le fameux conclave sur les retraites qui n'a donné absolument rien, et en tout cas pas de remise en cause de la réforme des retraites et de la retraite à 64 ans. Et concrètement, le Parti socialiste a refusé de censurer à 6 reprises. Et puis finalement, ils se sont dit, bon, c'est vrai qu'on se fait avoir, finalement, on censure le gouvernement Bayrou. J'espère que cette fois-ci, ils vont
pas être aussi naïfs et qui vont censurer dès le début ce gouvernement qui n'a rien de démocratique, ce gouvernement qui va faire la poche des Françaises et des Français, et ce gouvernement qui ne reprend aucune des propositions venues de la gauche. Vous avez échangé avec eux à ce sujet. Olivier Faure dit dans Le Parisien ce matin qu'ils se préparent, qu'on va tout droit vers la censure. J'espère qu'ils vont censurer. Moi, dès mardi, vous pensez ? Je ne peux pas parler à leur place, mais je pense que la motion de censure qui sera déposée pour ce mardi, elle sera signée largement par toute la gauche, et que la question qui sera posée est de savoir si le Rassemblement national sera de nouveau la béquille des macronistes. Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui se passe ? Si ce n'est pas le cas, c'est la rupture. Vous allez mettre un candidat LFI contre Olivier Faure en Seine-et-Marne, un autre contre Boris Vallaud dans les Landes. Écoutez, pour le moment, les élections législatives partielles qui a eu lieu, nous avons pour notre part respecté systématiquement l'accord du nouveau Front Populaire. J'observe en revanche que le Parti Socialiste et Place Publique ont déposé systématiquement des candidatures dissidentes. Je pense notamment à la législative partielle qui a lieu pour la circonscription des Français de l'étranger en Espagne et au Portugal. C'est la candidate insoumise qui est arrivée au second tour. Et j'observe très divisée, la gauche très divisée, c'est la gauche qui perd. Je le regrette, puisque dans les autres circonscriptions, là où c'était des candidats socialistes, en ce qui nous concerne, nous n'avons pas proposé de candidature dissidente. Et j'observe même que le candidat de Place Publique, et Place Publique, le parti de Raphaël Glucksmann, n'appelle pas à voter au second tour pour la candidate qui représente le nouveau Front Populaire, et fait un nini entre le candidat macroniste et le nouveau Front Populaire. Oui, cela est un acte de rupture. En ce qui nous concerne, on continuera à défendre ce projet du nouveau Front Populaire qui, je crois, a créé beaucoup d'espoir dans le pays. Mais est-ce que vous pouvez comprendre que votre posture d'opposition, d'intransigeance, elle nourrisse aussi en partie le rejet contre vous? Il y a un sondage qui m'a interpellée cette semaine. Une majorité de Français, 58%, adhèrent à l'idée d'une union contre les candidats insoumis en cas de nouvelle dissolution. C'est 12 points de plus que pour le Rassemblement national. C'est la dernière enquête Odoxa pour le Figaro. Est-ce que vous prenez au sérieux ce risque de diabolisation, Manon Aubry ? Moi aussi, j'ai regardé de près ce sondage qui dit que c'est la fin du barrage républicain, et notamment s'il y a un candidat insoumis. Sauf que dans la méthodologie de ce questionnaire, ils prennent en compte les électeurs du Rassemblement national. Donc tu m'étonnes, si tu demandes aux électeurs du Rassemblement national, est-ce que vous voulez un barrage républicain ? C'est quelque chose qu'on entend aussi chez les électeurs de gauche, Manon. Vous avez la certitude que les électeurs de gauche et peut-être de centre-gauche iront vers vous en cas de nécessité de barrage face à Vous avez raison que de plus en plus les lignes se brouillent entre la droite et l'extrême droite, et on le voit au quotidien à l'Assemblée nationale, je le vois au Parlement européen. Pour le reste, je pense que la gauche devra prendre ses responsabilités. Et nous resterons fidèles à ce programme du nouveau Front Populaire. Pourquoi ce programme leur poserait problème dans un an alors qu'il ne leur a pas posé problème, et pire, ou mieux peut-être, leur a permis d'être élus il y a un an. Vous restez avec nous, Manon Aubry, on se retrouve juste après l'essentiel de l'actualité. En 1 minute, il est 9h moins le quart et c'est Manon Lombard-Brunel. Paris, Londres ou encore New York, plusieurs rassemblements sont organisés aujourd'hui à l'appel du Forum des familles d'otages de Tel Aviv. L'espoir qui renaît pour les proches alors que des négociations indirectes doivent se tenir aujourd'hui entre Israël et le Hamas en Égypte. Discussion à propos de l'application du plan de paix à Gaza présenté cette semaine par Donald Trump. Leur sort avait provoqué de vives réactions. L'incinération des stocks de contraceptifs américains en France n'est plus d'actualité. C'est ce qu'affirment plusieurs sources diplomatiques françaises. Cette cargaison d'une valeur de 8 millions d'euros avait été commandée sous la présidence de Joe Biden. Elle a ensuite été bloquée en Belgique après des coupes drastiques de l'administration Trump. La vigilance au vent levée dans 6 départements du nord de la France après le passage hier de la tempête Amy. Elle a fait 2 morts, un en Seine-Maritime, un autre dans l'Aisne. Et puis en football, la course pour prendre la tête de la Ligue 1 se poursuit. Pour l'instant, elle est dominée par l'Olympique de Marseille après sa victoire hier soir 3-0 contre Metz. Aujourd'hui, place aux principaux rivaux des Marseillais. L'OL reçoit Toulouse. Le Paris Saint-Germain se déplace de son côté sur la pelouse de Lille. France Info. Le 8-30 France Info. Adrien Beck, Camille Vigonne-Lecoat. Manon Aubry, eurodéputée La France Insoumise, vous êtes toujours sur France Info. On va parler du conflit, de la guerre entre Israël et Palestine. Les négociations sur l'accord de paix, sur la remise des otages israéliens continuent. Des négociateurs sont arrivés au Caire pour continuer à parler des détails du plan Trump. Est-ce que vous y croyez ? J'aimerais y croire. Évidemment, on souhaite tous la paix dans la bande de Gaza. Pas plus tard que cette nuit, il y a encore eu plusieurs dizaines de civils qui ont été lâchement assassinés par le gouvernement de Benjamin Netanyahou. Et la libération des otages ? Bien sûr, et on espère la libération des otages le plus rapidement possible. Mais je vais vous dire, le fond de ma pensée, j'ai du mal à y croire. Peut-être qu'il y aura un cessez-le-feu,
de courte durée qui permettra, je l'espère, la libération des otages et de prisonniers palestiniens. Mais je crains que ce soit un répit de courte durée. Parce que si vous regardez dans le détail les modalités de cet accord de paix, c'est plutôt un accord de capitulation designé dans les intérêts de Benjamin Netanyahou lui-même. Il n'y a pas de calendrier, par exemple, précis de départ de l'armée de l'occupation de la bande de Gaza. Il n'est d'ailleurs même pas question de la Cisjordanie. La tutelle militaire... Il y a quand même un calendrier, du moins un arrêt de l'occupation progressive qui est évoqué. Avec une zone tampon et une occupation qui sera en quelque sorte rendue permanente, et à l'occupation militaire, vous ajoutez une forme d'occupation politique avec un pouvoir de tutelle qui n'est pas rendu aux Palestiniens, dans une vision que je trouve assez néocoloniale d'un espèce de comité dirigé par Tony Blair. En même temps, à quel moment on va se poser la question que les Palestiniens décident de leur propre sort? Ce qui bloque aussi, c'est le fait que le Hamas, dans cet accord, est censé rendre les armes ou partir, en tout cas les membres du Hamas. Semble-t-il, pour l'instant, ça n'est pas évoqué et ils n'ont pas dit s'ils souhaitaient le faire ou pas. Est-ce qu'il vous semble normal que le Hamas soit désormais désarmé? La question est de savoir comment vous créez un État palestinien. Et pour créer un État palestinien, il faut qu'il puisse y avoir un cadre démocratique. Donc les Palestiniens se choisissent leurs représentants, c'est pas moi qui vais le choisir pour eux. Et il faut qu'ils aient les capacités de se défendre. Parce que vous avez Israël, qui est un des États les plus militarisés au monde. Et vous refuserez à un État d'avoir un pouvoir de dissuasion. Le pouvoir de dissuasion doit être donc détenu par le Hamas aujourd'hui. Il doit être détenu par le gouvernement légitime. Donc le Hamas en l'espèce. Non, qui sera élu dans la bande de Gaza. Jusqu'à preuve du contraire, il n'y a pas eu d'élection depuis des années. Les conditions d'une élection ne vont pas être réunies immédiatement. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que le Hamas doit accepter d'être désarmé? Le Hamas doit tout faire pour essayer de trouver un accord de paix. Mais un accord de paix, ça veut d'abord dire que les combats s'arrêtent. Je vais vous dire, la dernière fois qu'il y a eu un cessez-le-feu, le gouvernement de Benjamin Netanyahou a arrêté de le respecter après quelques jours. Et depuis, les massacres ont continué. Je veux dire, mais vous ne dites pas si le Hamas doit être désarmé ou pas. Mais c'est pas à moi de le dire. C'est pas à moi de le dire. Vous pouvez pas demander des conditions indispensables pour que cet accord soit réalisé. De la même manière, vous pouvez pas demander à un État comme l'Ukraine d'être désarmé. Parce que mais si pardonnez-moi, demain... le Hamas et le gouvernement ukrainien, c'est pas exactement la même chose. La question est de savoir comment vous créez un État palestinien. Créer un État palestinien, c'est faire en sorte que les Palestiniens puissent décider pour eux-mêmes. Ça fait des dizaines d'années que ce territoire est colonisé, des dizaines d'années qu'il est massacré. Vous voyez, le plan de Donald Trump, on en parle assez peu, prévoit même un plan de développement économique. Donc il est légitime que le Hamas soit réticent à être désarmé. Il est légitime que le gouvernement palestinien, et ce n'est pas à moi de dire qui doit figurer dans le gouvernement palestinien, c'est aux Palestiniens de décider. Comment on est arrivé dans une situation où on a un peuple de 2 millions d'habitants dans la bande de Gaza qui se font massacrer, qui se font déplacer, qui sont soumis à la famine et à qui on ne peut plus dire « vous décidez pour votre propre avenir ». Sans compter l'état de destruction, quand bien même il y aurait un cessez-le-feu demain dans la bande de Gaza, ce que tout le monde souhaite. Vous savez que plus de 90% des infrastructures sont détruites. Vous savez qu'il n'y a plus de réseau d'eau, d'assainissement, que une grande partie des infrastructures sont méga polluées. C'est des générations entières qu'on est en train de sacrifier avec la complicité totale des États européens, parce qu'on n'en parle pas suffisamment de l'Union européenne, de la France, qui disent on va y venir, Manon Aubry. Plusieurs élus de votre parti sont actuellement retenus en Israël. Je donne leurs noms: Rima Hassan, Emma Fourreau, François Piquemal, Marie Mesmer. Ils ont été arrêtés alors qu'ils tentaient de briser le blocus israélien en naviguant vers la bande de Gaza. Est-ce que vous avez de leurs nouvelles? Non. Nous n'avons pas de leurs nouvelles. Ils ont été arrêtés il y a maintenant plus de 3 jours. On a pu avoir quelques brefs échanges avec leurs avocats et avec le consul de France qui a pu rendre visite pour certains d'entre eux. On sait que leurs conditions de détention sont difficiles, à plus de 10 par une cellule. Ils ont entamé une grève de la faim. On sait que les conditions d'accès à l'eau sont aussi difficiles. Je veux ajouter qu'il n'y a pas qu'eux qui sont détenus, puisqu'il y a plus de 30 ressortissants français. Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, a dit qu'il mettait tout en œuvre pour les faire revenir. Il a aussi rappelé qu'il avait formellement déconseillé à tous les ressortissants
ressortissants français de se rendre dans la zone. La pratique et les faits parlent pour eux-mêmes. Les ressortissants italiens ont déjà été rapatriés. Oui, hier. Un avion a été affrété par le gouvernement turc pour rapatrier plusieurs dizaines de ressortissants de différentes nationalités. Et où est la France? Que fait la France? J'observe que le gouvernement de la Colombie, par exemple, a expulsé l'ambassadeur israélien. Et donc, il s'agirait pour la France d'enfin agir, d'expulser une ambassade génocidaire et de prendre des sanctions. Merci Manon Aubry. On rappelle que le terme génocide est évidemment contesté. Merci Manon Aubry, eurodéputée, la France Insoumise, présidente de la gauche au Parlement européen. Merci Camille Vigogne-Lequat, journaliste au Nouvel Obs, d'avoir été avec nous une nouvelle fois ce matin.